Il existe une frontière sur Terre longue de près de 9000 kilomètres, la plus longue frontière non défendue de toute la planète, et pourtant, de l'autre côté de cette ligne invisible, se cache un territoire si vaste que la quasi-totalité de ses habitants s'entassent volontairement dans une mince bande de 150 kilomètres, comme s'ils avaient peur du reste. Pourquoi un pays 2 fois plus grand que l'Europe choisirait-il de se recroqueviller ainsi? Et que se passe-t-il vraiment dans l'immensité qu'ils ont laissée derrière eux? Restez jusqu'au bout, parce que la réponse se trouve tout au nord, là où les ours polaires errent librement et où d'anciens Vikings ont posé le pied avant même que ce pays ne porte un nom. Et si les récits de territoires démesurés et de secrets géographiques vous fascinent autant que moi, c'est peut-être le moment de vous abonner parce qu'on ne fait que commencer. Ce pays, bien sûr, c'est le Canada. Et avant même de poser un pied dans ses forêts ou sur ses glaciers, il faut comprendre à quel point son échelle dépasse l'entendement. Le nom lui-même vient d'un mot autochtone, Kanata, qui signifiait simplement village ou campement. Difficile d'imaginer un nom plus modeste pour un territoire qui s'étend aujourd'hui sur 6 fuseaux horaires et qui occupe la deuxième place mondiale par sa superficie. Son littoral est le plus long de la planète, si interminable qu'en faire le tour semblerait ne jamais se terminer. Et sous la surface de cette immensité se cachent plus de 2 millions de lacs, davantage que dans tout le reste du monde réuni. L'eau n'est pas un simple détail géographique ici, elle façonne littéralement l'identité du pays. Mais ce n'est pas le plus étonnant. Traverser ce territoire relève déjà de l'exploit en soi, et la route transcanadienne en est la preuve la plus spectaculaire, avec ses 7800 kilomètres de bitume, l'une des plus longues autoroutes nationales au monde. Et pourtant, malgré cette échelle vertigineuse, plus de 80% des Canadiens vivent entassés à moins de 150 kilomètres de la frontière américaine, cette même frontière longue de 8891 kilomètres, restée sans défense militaire depuis des générations. Presque tout le monde s'agglutine dans le sud. Alors qui, ou plutôt quoi, occupe le reste? C'est là que tout bascule. Remontez vers le nord et vous entrez dans un monde totalement différent, sauvage, presque hostile, où les ours polaires déambulent en liberté à Churchill, au Manitoba, surnommé sans ironie la capitale mondiale de l'ours polaire. Plus loin encore, dans l'Arctique canadien, se dressent des Inukshuk, ces repères de pierres ancestraux que les peuples autochtones utilisaient pour s'orienter à travers la toundra gelée à perte de vue. Un territoire où l'humain a dû apprendre à laisser des messages en pierre simplement pour survivre à l'immensité. Et malgré cette rudesse, les Canadiens cultivent une réputation de politesse presque légendaire, doublée d'un péché mignon collectif assez inattendu. Le pays produit à lui seul 71% du sirop d'érable mondial et ses habitants consomment plus de beignes que n'importe quelle autre population sur Terre. Un peuple capable d'affronter des hivers arctiques, mais incapable de résister à un beigne. Gardez cette image en tête, parce qu'elle en dit long sur les contrastes qui définissent ce pays, et ces contrastes, nous allons maintenant les traverser, un par un, région par région, jusqu'à l'extrême nord où se cache la réponse à notre mystère de départ. Commençons par l'ouest, dans les forêts profondes de la Colombie-Britannique, là où le parc provincial Wells Grey abrite un secret que la plupart des visiteurs ratent complètement. Les chutes Elmeken plongent sur 141 mètres, sculptées par des glaciers vieux de plus de 200 000 ans, tranchant à travers la roche volcanique pour créer un canyon spectaculaire. Peu de touristes s'y aventurent, et c'est précisément ce qui rend l'endroit si précieux, entouré de forêts denses et d'une faune sauvage qui semble n'avoir jamais rencontré l'humain. Si les chutes Elmaken offrent l'intimité, les chutes du Niagara offrent, elles, la puissance brute et le spectacle absolu. Des millions de visiteurs affluent chaque année, mais peu savent que bien avant de devenir une attraction touristique mondiale, ce site était considéré comme sacré par les peuples autochtones, notamment les Iroquois. Les chutes se sont formées il y a environ 12 000 ans, sous l'effet de la fonte des glaciers, et aujourd'hui encore, elles continuent de reculer, érodant la roche d'environ 1 mètre chaque année. À la fin du 19e siècle,
Niagara est même devenu l'un des tout premiers sites au monde à produire de l'hydroélectricité. Le site chevauche aujourd'hui la frontière entre le Canada et les États-Unis avec 3 chutes distinctes, le fer à cheval, l'américaine et le voile de la mariée, déversant ensemble plus de 3000 tonnes d'eau chaque seconde. On peut s'en approcher à bord du célèbre bateau qui navigue au cœur du brouillard ou explorer les tunnels creusés directement derrière le rideau d'eau. La nuit, des jeux de lumière colorés transforment le site en un spectacle presque irréel, et en hiver, les chutes gèlent partiellement, se couvrant de glaçons et de cascades figées comme sorties d'un conte. Mais ne vous y trompez pas, on reste bel et bien au Canada, même lorsque le paysage se transforme soudainement en quelque chose qui ressemble presque à la Méditerranée. La vallée de l'Okanagan, surnommée la région viticole numéro 1 du pays, bénéficie d'un climat étonnamment doux, parfait pour la culture du raisin. Plus de 200 domaines viticoles s'y sont installés, y compris ceux qui produisent le fameux vin de glace canadien. Le lac Okanagan s'étire sur 135 km, offrant des panoramas à couper le souffle pour la navigation et le cyclisme, entouré de vignobles, de vergers et de montagnes qui se reflètent dans ces eaux miroitantes. Et juste à côté, un détour rapide vous mènera jusqu'au lac Spotted, près d'Ossoyous, un site presque surréaliste où des bassins riches en minéraux dessinent des motifs uniques sous la chaleur estivale, rappel discret que même cette vallée paisible garde ses propres surprises. Le décor change encore une fois lorsqu'on pénètre dans la vallée de Thompson, où le climat semi-aride laisse place à des collines dorées et des prairies s'étendant jusqu'à des montagnes lointaines. La rivière Thompson serpente à travers cette région aride, offrant des points de vue parfaits pour la solitude et l'aventure. Ce territoire, habité depuis des millénaires par le peuple Secwepemc, abrite une faune particulière, dont les mouflons des montagnes. À Kamloops, là où les rivières Thompson Nord et Sud se rejoignent, la vie urbaine se mêle à un paysage presque désertique. Autrefois étape clé du chemin de fer canadien-pacifique, la ville conserve des liens profonds avec l'histoire du commerce des fourrures et l'époque coloniale britanno-colombienne. Ici, la route transcanadienne traverse montagnes et vallées, offrant des vues à couper le souffle, particulièrement au coucher du soleil quand le ciel s'embrase de couleurs, tandis que la route Caribou révèle un paysage semi-aride tout aussi saisissant où les camionnettes soulèvent la poussière sur des chemins de gravier tranquilles. Une facette rurale, brute et authentique de la Colombie-Britannique. Mais rien, absolument rien, ne prépare à ce qui vient ensuite. Les Rocheuses canadiennes ne sont pas simplement une chaîne de montagnes de plus. Elles s'étendent entre l'Alberta et la Colombie-Britannique, et chaque parc qui les compose possède sa propre personnalité, entre sommets déchiquetés, glaciers suspendus et forêts qui semblent ne jamais finir. Ici, ce n'est plus seulement une question de paysage, c'est une question de sensation, sauvage, brute, vivante. Le parc national Banff est souvent surnommé le joyau des Rocheuses canadiennes, et il porte ce titre avec évidence. Imaginez les eaux turquoises du lac Louise et du lac Moraine, reflétant des sommets enneigés à perte de vue. Fondé en 1885, Banff est le plus ancien parc national du pays, créé à l'origine pour encourager le tourisme le long du chemin de fer canadien-pacifique. L'emblématique hôtel Banff Springs, véritable château niché au cœur des Rocheuses, accueille des voyageurs depuis des générations. Au-delà du décor, Banff porte une signification culturelle profonde pour les peuples autochtones, avec des sites comme le lac Minnewanka, considéré comme sacré depuis des siècles. La faune y prospère, grizzlies, wapitis et mouflons peuvent tous être aperçus au fil des sentiers. Pour une vue imprenable, la télécabine de Banff grimpe jusqu'au sommet du mont Sulfure, dévoilant les chaînes de montagnes environnantes, tandis que les falaises de roches sédimentaires du parc racontent, à travers leurs strates, des millions d'années d'histoire terrestre. Au cœur de tout cela se trouve la ville de Banff elle-même, un lieu où le confort moderne rencontre la beauté sauvage des Rocheuses. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, la promenade des glaciers,
l'une des routes les plus spectaculaires du monde, mène droit vers notre prochaine destination, à travers glaciers et paysages dramatiques. Cette destination, c'est Jasper, plus vaste, plus sauvage, plus reculé que sa voisine Banff, et le plus grand parc national des Rocheuses canadiennes. L'une de ses attractions phares est le glacier Athabasca, une langue de glace appartenant au champ de glace Columbia, l'un des plus vastes champs glaciaires d'Amérique du Nord. Ce glacier rétrécit chaque année sous l'effet du changement climatique, offrant un témoignage direct et troublant de son impact, et il est même possible de marcher dessus lors de visites guidées spéciales. Gardez l'œil ouvert pour les chèvres de montagne, car c'est l'un des rares endroits où on peut les observer grimper à flanc de falaise. Près de la ville de Jasper, les chutes Athabasca ne sont pas les plus hautes du pays, mais la puissance de leurs eaux se frayant un passage à travers une gorge étroite reste impressionnante. Le lac Maligne, où se trouve la célèbre île Spirit, compte parmi les sites les plus photographiés des Rocheuses, accessible uniquement en bateau, ce qui ajoute à son charme reculé. Et comme Jasper est officiellement classé comme réserve de ciel étoilé, ces nuits sans pollution lumineuse offrent une manière parfaite de vivre cette beauté sauvage le jour et un ciel constellé d'étoiles la nuit. Si vous cherchez encore plus reculé, le parc national Yoho révèle un visage plus discret, presque secret, des Rocheuses canadiennes. Niché sur les versants ouest de la chaîne, Yoho ressemble à un véritable trésor caché, avec des falaises dramatiques et des chutes d'eau à chaque détour. Son nom, tiré d'un mot cri signifiant émerveillement, capture parfaitement la magie du lieu. Parmi ces sites incontournables, les chutes Takakave comptent parmi les plus hautes du Canada et le pont naturel, sculpté par la rivière Kicking Horse, impressionne par sa forme presque irréelle. Les passionnés d'histoire apprécieront le col Kicking Horse, qui a joué un rôle déterminant dans la construction du chemin de fer canadien-pacifique, contribuant littéralement à unifier le pays d'un océan à l'autre. Pour les panoramas classiques et parfaits, le lac Emerald reste incontournable, avec ses eaux turquoises éclatantes, l'un des sites les plus emblématiques du parc. Mais Yoho ne se contente pas de la beauté du présent, il vous ramène aussi dans un passé vieux de plusieurs centaines de millions d'années grâce aux schistes de Burgess, où des fossiles vieux de 500 millions d'années offrent un aperçu saisissant des premières formes de vie sur Terre. Et pour les amateurs de paix absolue, les sentiers autour du lac O'Hara offrent des paysages vierges, parfaits pour se perdre dans la nature. Un peu plus au sud, dans les Rocheuses toujours, la région de Kananaskis Country reste souvent méconnue, mais elle n'a rien à envier aux parcs plus célèbres. Ici, la nature semble encore plus indomptée, avec des chaînes montagneuses accidentées et des lacs alpins paisibles offrant une solitude difficile à trouver dans les parcs plus fréquentés. En marchant le long des sentiers, on est récompensé par des crêtes vertigineuses où errent les mouflons et où les grizzlies, plus rarement, font une apparition. Lorsque l'automne arrive, le paysage se transforme radicalement, peignant les pentes de rouge et d'or éclatants, en contraste saisissant avec la roche grise des sommets. Justement, en parlant d'automne, changeons complètement de décor et traversons le pays jusqu'à sa côte est, où le parc provincial algonquin offre une expérience radicalement différente de la nature sauvage. Ici, ce ne sont pas les sommets vertigineux qui dominent, mais des forêts denses enlacées autour de lacs sereins, et ce sont surtout les couleurs qui volent la vedette. Les arbres explosent en teintes flamboyantes de rouge, d'orange et de jaune, transformant Algonquin en une véritable tapisserie automnale inoubliable. Mais tout ce que nous venons de voir, aussi spectaculaire soit-il, n'est encore rien comparé à ce qui vous attend tout au nord, là où se cache enfin la réponse à notre question de départ. Le Yukon reste l'un des rares endroits qui donnent encore l'impression d'une nature véritablement sauvage. Niché tout au nord-ouest du Canada, juste à côté de l'Alaska, c'est un territoire immense et indompté, aussi reculé qu'il est possible de l'être. Avec près d'un demi-million de kilomètres carrés, le Yukon abrite certains des paysages les plus spectaculaires de toute l'Amérique du Nord, forêts infinies, montagnes imposantes, glaciers qui semblent s'étendre à l'infini.
Pour beaucoup, le Yukon est littéralement synonyme d'aventure. En hiver, les aurores boréales dansent dans le ciel, illuminant l'obscurité de couleurs éclatantes. En été, le soleil de minuit maintient la lumière du jour presque 24 heures durant, une expérience que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Mais la richesse du Yukon ne se limite pas à sa beauté naturelle, son histoire est tout aussi dense, notamment avec la ruée vers l'or du Klondike à la fin du 19e siècle. Des milliers de personnes sont venues ici chasser la fortune, mais beaucoup ont trouvé autre chose à la place, un lien plus profond avec la terre, un sentiment de liberté qui définit encore la région aujourd'hui. Que ce soit en pagayant sur le légendaire fleuve Yukon, en randonnant à travers le reculé et sauvage parc territorial Tombstone, ou en se tenant émerveillé devant les glaciers du parc national Kluane. Le Yukon offre quelque chose d'unique à quiconque est prêt à embrasser sa beauté brute et son passé légendaire. Et pour ceux qui veulent pousser l'aventure encore plus loin vers le nord, la route Dempster propose l'un des trajets routiers les plus isolés de toute la planète, un véritable road trip dans l'immensité sauvage s'étirant sur 700 km depuis le Yukon jusqu'au territoire du Nord-Ouest. Elle traverse la toundra arctique, des chaînes de montagnes accidentées et des vallées fluviales reculées. Construite dans les années 70, cette prouesse d'ingénierie traverse certains des territoires les plus isolés d'Amérique du Nord. En hiver, elle se transforme en route de glace, devenant un lien essentiel pour connecter les communautés nordiques au reste du monde. Et c'est ici, à l'extrême nord, que se trouve enfin la réponse à notre mystère de départ, la preuve la plus spectaculaire de ce que cache vraiment ce territoire que les Canadiens ont laissé derrière eux. Sur l'île de Baffin se dresse le mont Thor, le défi ultime pour les grimpeurs, avec la plus haute paroi verticale du monde, plus d'1 kilomètre de granit pur et abrupt. C'est l'une des ascensions les plus extrêmes de la planète, et ceux qui parviennent à la conquérir sont récompensés par des vues absolument incomparables. Autour du mont Thor s'étend le parc national Oyuituk, une terre rugueuse de glaciers et de fjords habitée par les Inuits depuis des siècles. Reculé, indompté, c'est ici que le véritable Grand Nord canadien prend tout son sens, réservé à ceux qui osent. On pourrait croire que le récit s'arrête là, au sommet du monde. Mais le Canada garde encore plusieurs cartes dans sa manche, et certaines d'entre elles sont presque impossibles à croire. Redescendons vers l'est, jusqu'aux côtes accidentées de la Nouvelle-Écosse, où se trouve Peggy's Cove, un lieu où le temps semble ralentir. Ce minuscule village de pêcheurs est mondialement connu pour son phare emblématique, perché sur d'anciens rochers de granit sculptés par les glaciers il y a des millions d'années. Ce phare se dresse comme un symbole de beauté et de résilience. La vie ici reste simple, avec des bateaux de pêche colorés qui se balancent dans le port et de charmantes maisons éparpillées le long du rivage rocheux. Ces rochers de granit, façonnés sans relâche par les vagues implacables de l'Atlantique, accentuent la beauté brute qui définit Peggy's Cove. Depuis 1915, le phare guide les marins à travers ces eaux souvent tumultueuses, mais au-delà de sa présence emblématique, il existe ici un lien plus profond avec la mer, tissé dans l'histoire même du village et dans son quotidien. Le rythme de l'océan façonne tout, des vagues qui s'écrasent contre les rochers jusqu'au calme de la crique. En contemplant le vaste Atlantique depuis ce rivage, on comprend facilement pourquoi Peggy's Cove reste l'un des lieux les plus photographiés de tout le Canada. Mais ce n'est pas le plus étrange. Plus au nord encore, se trouve l'Anse aux Meadows, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et le seul établissement viking confirmé en Amérique du Nord. Il y a plus de 1000 ans, des explorateurs norrois venus du Groenland se sont installés ici, marquant le point le plus occidental connu de leur exploration. Le site, découvert dans les années 60, offre un aperçu rarissime de l'ère viking, avec des maisons de tourbe reconstruites et des preuves archéologiques d'une des premières implantations européennes dans le Nouveau Monde. Le littoral balayé par les vents autour de l'Anse aux Meadows semble ancien et isolé, presque exactement comme il devait paraître aux yeux de ces premiers explorateurs. Et juste à côté, le parc national du Gros Morne donne littéralement vie à l'histoire géologique de Terre-Neuve.
Sculptés par d'anciens glaciers, les fjords du parc et ses falaises imposantes créent un paysage à la fois spectaculaire et incroyablement rare. Et oui, on est toujours au Canada. Même si les Vikings et les fjords évoquent davantage la Norvège, cette beauté sauvage fait bel et bien partie du grand récit canadien. L'une des caractéristiques les plus uniques du parc est sa roche du manteau exposée, littéralement projetée depuis les profondeurs de la Terre, un phénomène que l'on ne peut observer que dans quelques rares endroits au monde. En tant que site du patrimoine mondial de l'UNESCO, le Gros Morne n'est pas qu'un simple paysage à admirer, c'est une véritable fenêtre ouverte sur les débuts de la formation de la Terre, avec des millions d'années d'histoire gravées dans ses falaises, ses plateaux alpins et ses fjords. En parlant de géologie, retournons vers l'ouest, en Alberta, où les Badlands canadiens révèlent un paysage presque venu d'ailleurs. Les formations rocheuses saisissantes de la région et ses houdoux élancés créent une atmosphère surréaliste, comme si l'on avait basculé dans une autre époque géologique. Mais ce n'est pas seulement le décor qui attire l'attention. Cette région est également une mine d'or pour les paléontologues, abritant l'un des sites de fossiles de dinosaures les plus riches au monde. Les Badlands agissent comme un rappel saisissant du passé lointain de la Terre, avec des couches d'histoire remontant à des millions d'années. Et maintenant, préparez-vous, parce qu'il reste une route qui condense à elle seule presque tout ce que le Canada a de plus spectaculaire. La route Sea to Sky n'est pas qu'une simple route, c'est un véritable voyage de l'océan jusqu'aux montagnes, où chaque virage dévoile quelque chose de nouveau. En partant de la mer et en grimpant vers le cœur des montagnes, le paysage se transforme radicalement à chaque courbe, comme si le décor lui-même racontait une histoire, celle de la beauté indomptée de la Colombie-Britannique. Tout commence à Horseshoe Bay, niché sur la côte de la Colombie-Britannique. Cette baie tranquille marque le point de départ de la route Sea to Sky, avec ses eaux calmes et ses montagnes en toile de fond, la scène parfaite pour lancer le voyage. De là, les traversiers partent vers les îles tandis que la route grimpe vers le nord, attirant les voyageurs toujours plus profondément vers les montagnes. Un peu plus loin, on arrive à Squamish, souvent surnommée la capitale canadienne du plein air, un surnom largement mérité. Là où les montagnes rencontrent la mer se dresse le Stawamus Chief, l'un des plus grands monolithes de granit au monde. Cette formation rocheuse imposante attire grimpeurs, randonneurs et amateurs de sensations fortes en quête de leur prochain défi. Pour la nation Squamish, le Chief est un site sacré, et ceux qui parviennent à réaliser l'ascension exigeante de 700 mètres jusqu'au sommet sont récompensés par des vues à couper le souffle sur le détroit et les sommets environnants. Un peu plus loin, à quelques minutes de route depuis Squamish, se trouvent les chutes Shannon, une halte paisible le long de l'autoroute. Avec ses 335 mètres de hauteur, elle compte parmi les plus hautes chutes d'eau de Colombie-Britannique, avec une eau dévalant des falaises de granit lisse, alimentée par la fonte des montagnes voisines. La brume fraîche qui s'en échappe rafraîchit instantanément l'air, faisant de cet endroit un arrêt parfait pour se dégourdir les jambes et respirer l'air pur des montagnes avant de reprendre la route. En continuant vers le nord, on atteint les chutes Brandywine, un joyau plus discret et plus caché. Cette cascade de 70 mètres plonge dans un canyon basaltique spectaculaire, où d'anciennes formations de roches volcaniques contrastent violemment avec la puissance de l'eau qui s'écrase en contrebas, le tout encadré par une forêt dense. Les chutes Brandywine mettent en lumière toute l'histoire géologique de la région, offrant un moment de sérénité avant de plonger dans la prochaine étape du voyage. Cette étape suivante, c'est Whistler, une station de montagne de premier plan et l'un des sites emblématiques des Jeux olympiques d'hiver de 2010. Mais Whistler n'est pas réservé à l'hiver. En été, la ville vit au rythme du vélo de montagne, de la randonnée et des festivals. Les massifs jumeaux de Whistler et Blackcomb offrent des aventures toute l'année, du ski aux randonnées alpines. Autrefois connu sous le nom d'Alta Lake, Whistler tire même son nom actuel du sifflement caractéristique des marmottes qui peuplent ces montagnes. Juste à côté de Whistler s'étend l'immense parc provincial Garibaldi, nommé d'après le mont Garibaldi, un ancien volcan.
Ce parc est un véritable paradis pour les randonneurs et campeurs en quête d'arrière-pays. À la fin de l'été, les prairies alpines se couvrent de fleurs sauvages et des sentiers comme celui de Panorama Ridge ou celui du Black Tusk offrent des vues à couper le souffle sur des glaciers et des paysages montagneux d'une rare intensité. Ces sentiers ne se contentent pas d'offrir de simples panoramas. Ils vous plongent au cœur d'une nature qui semble encore totalement vierge et paisible. Un peu plus loin encore, le long de la route, les lacs Joffre révèlent certaines des eaux glaciaires les plus spectaculaires de tout le Canada. Ces lacs sont célèbres pour leur couleur turquoise saisissante, causée par les sédiments glaciaires en suspension qui réfléchissent la lumière du soleil, donnant à l'eau sa teinte vibrante et presque irréelle. En parcourant le sentier, on traverse 3 lacs différents, chacun plus magnifique que le précédent, avec des montagnes imposantes en arrière-plan, une expérience qui donne presque l'impression de basculer dans un autre monde. Et au bout de ce sentier, on se retrouve nez à nez avec le glacier Mathieu, la source même de ces couleurs spectaculaires qui définissent les lacs Joffre. Ce glacier massif, encadré de sommets déchiquetés, rappelle avec force la beauté sauvage et indomptée qui définit l'intérieur de la Colombie-Britannique. C'est un site d'une puissance rare, montrant à quel point ce territoire a été façonné siècle après siècle par les forces brutes de la nature. Les paysages du Canada sont vastes et à couper le souffle, mais c'est dans ces villes qu'un tout autre visage du charme du pays prend vie. Un mélange de nature, d'histoire et de culture qui rend chacune de ces villes véritablement unique. À Vancouver, la nature n'est jamais loin. Elle est littéralement tissée dans le quotidien. Des montagnes imposantes et l'océan Pacifique encerclent la ville, lui donnant un caractère sauvage et indompté. On peut faire du vélo le long du sentier du Stanley Park ou partir en randonnée sur des sentiers situés à quelques minutes seulement du centre-ville, la preuve que l'aventure y est toujours à portée de main. Puis vient Toronto, où une énergie vibrante envahit les rues. Des cultures venues du monde entier se croisent dans des quartiers comme Kensington Market, avec son art urbain et ses commerces alimentaires diversifiés, ou dans le Distillery District, où d'anciens entrepôts se sont transformés en cafés branchés et galeries d'art. Et dominant tout cela, la tour CN incarne la croissance continue et l'ambition de la ville. La capitale du pays, Ottawa, fait revivre l'histoire canadienne de manière saisissante. La colline du Parlement demeure un symbole fort de gouvernance. Mais en hiver, le canal Rideau se transforme en la plus longue patinoire du monde, révélant le côté plus ludique de la capitale. Plus à l'est, Montréal mélange sans effort les influences françaises et anglaises. Se promener dans les rues pavées du vieux Montréal donne l'impression de remonter le temps, mais les festivals de musique de la ville, sa scène artistique moderne et sa gastronomie dynamique la maintiennent résolument tournée vers l'avenir. Depuis le sommet du Mont-Royal, on peut observer comment histoire et vie moderne s'entremêlent parfaitement. Et enfin, Québec donne littéralement l'impression de pénétrer dans un conte de fées. Son vieux Québec fortifié, couronné par le château Frontenac, offre un véritable avant-goût de l'Europe en plein cœur de l'Amérique du Nord. En parcourant ces rues magnifiquement préservées, on a facilement l'impression que le temps s'y est littéralement arrêté. Une invitation à explorer et à s'imprégner pleinement de cette atmosphère si particulière. Voilà donc la véritable réponse à la question posée au tout début. Pourquoi un pays aussi immense choisit-il de se concentrer dans une mince bande frontalière? Parce que tout le reste, l'Arctique glacé, les fjords millénaires, les parois de granit verticales, les vestiges vikings et les glaciers en train de fondre sous nos yeux, tout cela n'a jamais été fait pour être habité en masse. Cela a été fait pour rester sauvage, préservé, presque intouché, un territoire que le Canada a délibérément laissé respirer à sa propre échelle. Des chutes discrètes de Wells Gray jusqu'au sommet vertical du mont Thor, en passant par les vignobles de l'Okanagan et les rues pavées du Vieux-Québec, ce pays raconte une histoire de contrastes extrêmes, entre douceur et démesure, entre ville et toundra, entre présent et vestiges millénaires. Si ce voyage vous a fait découvrir un Canada que vous ne soupçonniez pas, dites-nous en commentaire quelle région vous aimeriez explorer en premier.
et n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo de la chaîne, parce que d'autres territoires à travers le monde cachent des secrets tout aussi vertigineux que celui-ci.